Attention, cette vidéo aborde les thèmes des agressions sexuelles, de la pédophilie et de la reconstruction. Si vous êtes peu à l'aise avec ces sujets, je vous invite à quitter la vidéo dès à présent. J'ai tué Pierre parce que j'ai 7 ans. Une santé un poil fragile. Je passe la plupart de mes vacances chez mes grands-parents en Belgique, dans les Ardennes. L'air y est bon et la petite ville est réputée pour la qualité de son eau. Mes grands-parents, eux, sont gentils comme tout. Pas marrants, un peu bourgeois, mais très attentionnés à mon égard. Je peux manger autant de tartines que je veux, quand je veux. Et les tartines chez mes grands-parents, attention, sur du pain gris coupé en tranches, s'il vous plaît, avec du sirop de liège dessus. J'en mange des centaines par jour. Et puis aussi, chaque matin, ils vont à la messe. Ils m'emmènent avec eux. L'office commence à 7h30. J'aime bien les accompagner. Je suis le seul enfant au milieu de vieilles personnes. On se penche sur moi, on me pince la joue, on me dit que je suis un gentil bonhomme. Les vieux sont amusants. Ils ont des tronches pas possibles. À la sortie de la messe, ils forment des petits groupes et ils parlent en chuchotant et en secouant doucement la tête. Je les trouve à la fois tristes et rigolos. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai marre d'aller à la messe. Je n'ai plus envie de me lever. C'est tous les jours la même chose, ça ne varie pas d'un iota. Sur le prie-Dieu, je m'endors, j'ai des vertiges. Plus ça va, moins je supporte cette heure matinale dans l'église. J'en éprouve comme une légère nausée. Alors, le matin, je fais semblant d'être malade. Je ne me sens pas très bien, je préfère ne pas y aller aujourd'hui. C'est pas grave, repose-toi, mon lapin. Je reste 1 heure dans mon lit, les yeux ouverts, à me demander si ce que je fais est mal ou très mal. Un soir, ma grand-mère me parle. Penchée sur mon lit, elle me décrit l'enfer. Je n'ai qu'une idée un peu floue de ce que c'est. Elle m'en fait un tableau terrifiant. Pourquoi est-ce qu'on va en enfer? On va en enfer si on fait de vilaines choses. Si on se touche le zizi, par exemple. La nuit, j'en rêve. J'y suis. J'ai mal. Je souffre. Je suis terrorisé. Je me réveille en larmes. Tu as fait un cauchemar? Je n'ose pas lui dire que j'ai rêvé de l'enfer, que j'ai très peur d'y aller. Parce que je me suis déjà touché le zizi. J'ai tué Pierre parce que j'ai 8 ans. Avec mes parents et mon grand frère, nous sommes en vacances. Nous traversons la France. Cet été-là, nous faisons beaucoup de routes à bord de notre 2 chevaux camionnette. Mon père porte la barbe, il a les cheveux longs bouclés et en fouillis. Ma mère les a longs jusqu'aux reins. Elle met des robes à fleurs. Moi aussi, j'ai les cheveux longs. Nous sommes une vraie famille baba. Mes parents chantent à l'avant et nous, à l'arrière, étalés sur les matelas et les couvertures, on se gave de lait concentré sucré jusqu'à en avoir mal au cœur. Mon père a aménagé la 2 chevaux pour qu'on puisse dormir dedans. En Ardèche, sur un petit marché, mes parents font la connaissance de Bertrand et Christine. Eux, ils sont beaucoup plus baba que nous. Ils sont carrément même hippies. Ils sont beaux. Lui, on dirait Jésus. Et elle, une bergère. Ils nous proposent de venir passer la soirée chez eux. Ils habitent à quelques kilomètres du village, dans une vieille maison en pierre, isolée, perdue au bout d'un chemin de cailloux. Ici, il y a des poules, des chiens et 2 chèvres. Ma mère m'explique que Bertrand et Christine vivent sans électricité, qu'ils n'ont presque pas besoin d'argent. Le fromage qu'ils vendent sur le marché leur suffit pour vivre. Tout ce qu'il leur faut, ils le produisent eux-mêmes. Ils s'aiment, ils n'ont besoin de rien d'autre. En disant ça, ses yeux deviennent de plus en plus brillants. Bertrand et Christine représentent son idéal de vie. Et le mien aussi, à partir de maintenant. On passe la soirée assis sur des gros coussins, à la lumière d'une lampe à pétrole. On écoute Bertrand jouer de la guitare. Par moments, les adultes chantent tous ensemble. Et on dort chez eux. Le lendemain matin, ils nous invitent à venir faire une promenade. On marche dans la montagne, le long des sentiers minuscules. Les 2 chèvres, elles sont avec nous. Et puis, au bout d'un moment, on atteint un petit lac naturel encaissé dans la roche. L'eau est claire. Je n'en ai jamais vu d'aussi transparente. On voit parfaitement bien le tapis de galets au fond.
Bertrand et Christine se déshabillent. Ils se mettent tout nus. Mes parents les imitent. Ils plongent dans le lac en riant. Et ils nous disent de venir les rejoindre. J'ai un peu honte de me déshabiller entièrement. Surtout parce que Christine, elle est vraiment très belle. Je le fais quand même. Et je m'enfonce dans l'eau. Je nage comme un chien, je n'ai pas encore appris à faire autrement. C'est le bonheur. L'extase. J'ai conscience de vivre un moment merveilleux. Il n'y a aucune différence entre Bertrand, Christine, mes parents, mon frangin et moi. On est tous pareils, tous à poil, dans l'eau. Et la vie est belle. J'ai tué Pierre parce que j'ai 9 ans. C'est au tour de mes grands-parents d'être en vacances et de venir chez nous. Nous habitons un petit pavillon dans une cité où toutes les maisons sont identiques. C'est une zone pavillonnaire. Il y en a 3 dans le village. La nôtre, c'est la plus récente et la plus petite. Il n'y en a que 32. 32 maisons. C'est pour ça qu'on l'appelle les 32. Quand ils viennent nous rendre visite, mes grands-parents, ils ramènent toujours leur caravane qu'ils stationnent dans notre jardin. Ils préfèrent. Ça facilite leur rituel. La petite sieste après-midi, la petite vaisselle après manger, la petite tisane avant de dormir. Ici, on célèbre la messe une fois par semaine, le samedi. Mes grands-parents me proposent d'y aller avec eux. J'accepte. Je suis le seul de la famille à les accompagner. Mes parents, ils sont anti-curés. Et moi, j'aime mes grands-parents. Alors j'y vais. Même si je ne crois plus en Dieu. C'est parti d'un coup, je ne sais plus pourquoi. Mais tel qu'on me la présente, la religion catholique me fait l'effet d'être des histoires pour les tout-petits. Mais je ne suis plus un tout-petit. Mes grands-parents sympathisent avec le curé. C'est un itinérant. Il célèbre la messe dans une 12aine de paroisses du coin. Sur l'invitation de mes grands-parents, il vient à la maison. C'est un curé marrant. Il joue de la guitare pendant l'office. Il a une très belle voix, un gros ventre et une barbe de nain de jardin. Il est habillé en jean et en chemise. C'est l'inverse du vieux prêtre à l'ancienne, sévère, en soutane. C'est le jour et la nuit. Avec lui, on ne doit pas s'endormir pendant la messe. Il s'appelle Pierre. Ma grand-mère en fait l'article comme s'il était à adopter. C'est un homme bien, intelligent, plein d'humour. Oh, vous allez vous entendre, j'en suis certaine. Pierre est un curé de gauche. Il est cool, il est drôle. C'est pas un prêtre, c'est un bonhomme. Il s'entend très vite avec mes parents, et je suis content, moi. Je l'aime bien. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'avoir un ami curé, ça veut dire qu'on n'est pas fâché avec la religion. Et je trouve ça bien. Pierre est entré dans la famille comme un cousin proche revenu de voyage. On dirait qu'il a toujours eu sa place parmi nous. Il vient nous voir, plusieurs fois par semaine. Il mange à la maison. Mes grands-parents, ils sont heureux comme des brebis dans le jardin du Seigneur. Mes parents aussi, ils sont fiers d'avoir un copain curé. Ça prouve leur ouverture d'esprit. Et moi, c'est comme si j'avais un nouveau tonton, un excellent qui rit, qui chante, qui chatouille. J'ai tué Pierre parce que j'ai 10 ans. Un jour, Pierre vient à la maison. Pas pour manger, pour parler avec mes parents, longuement. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais le problème semble sérieux. Le lendemain, Pierre revient, accompagné d'un homme. Il porte une barbe noire et fournie. Il a le teint mat. Il est brésilien et il s'appelle Otavio. C'est un réfugié qui a fui son pays parce qu'il a des problèmes politiques là-bas. Il est en danger. Ma mère, elle nous explique à mon frère et à moi. Otavio va habiter quelques jours à la maison, jusqu'à ce qu'il puisse aller ailleurs. Il est très gentil et il a besoin de nous. Otavio reste plusieurs semaines. Il est étrange. J'aime bien son accent. Quand il parle, on dirait un peu qu'il pleurniche. Son regard est tourmenté. Des fois, il reste sans bouger pendant un long moment à regarder dans le vide. Pierre, lui, il vient tous les 2 ou 3 jours. À chaque fois, il remercie mes parents pour ce qu'ils font, héberger Otavio. Quand il vient et que je ne suis plus à l'école, j'essaye d'assister à la réunion. J'aime Pierre de plus en plus. J'ai du mal à me faire à l'idée que c'est un curé. Quand il me voit, systématiquement il s'exclame « Ah, voilà notre petit Olivier. Ça a l'air d'aller, hein ?» Ouais, ça va bien. Et il éclate de rire. À chaque fois, ça se passe comme ça. Pierre ne nous dit jamais de venir à l'église. Il ne parle pas de Dieu.
Il est comme un voisin, un copain, qui vient juste passer un moment avec nous. Un jour, il nous ramène des livres à mon frère et à moi, des extraits d'évangiles illustrés. Il précise: Vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais regardez les dessins, ils sont bien jolis. C'est ce qu'on aurait fait de toute façon. Presque tous les soirs, Ottavio joue de la guitare en duo avec mon papa. J'adore les écouter, blottis contre ma maman. Un jour, Ottavio s'en va et ne rentre pas. Je demande s'il va revenir. Oui, forcément. Il a laissé ses affaires et sa valise. Même sa guitare. Il a tout laissé dans la chambre d'amis. Plusieurs jours passent, puis plusieurs semaines. Ma mère me dit enfin: Ottavio était bizarre, tu sais. Avant de partir, il a dit à Pierre qu'on était des espions et qu'on le surveillait. Je pense qu'il ne reviendra pas. Nous? Des espions? mais comment a-t-il pu croire une chose pareille? Je me mets à douter. Peut-être n'a-t-il jamais eu de problème politique. Peut-être est-il fou, tout simplement. Finalement, on met la valise et sa guitare dans le grenier, avec interdiction de les toucher. Longtemps, j'attends le retour d'Ottavio. Je veux lui dire que je ne suis pas content. Il est parti sans dire au revoir. Franchement, ça se fait pas. Moi, quand je serai grand, j'oublierai pas de dire au revoir. Pour remercier mes parents de ce qu'ils ont fait pour Ottavio, Pierre nous invite, mon frère et moi, en colonie de vacances. Mon frère ne peut pas, il a prévu d'aller chez un copain. Mais moi, je suis hyper emballé. Je n'ai jamais été en colo, et ça me changera des étés sans aucun pote dans la cité pour jouer. Pierre a créé son propre camp de vacances il y a quelques années. Tu vas voir, c'est très sympathique là-bas. On fait plein d'activités, des grandes promenades et on se fait des amis. Je suis certain que tu vas bien t'amuser. Et puis, ça me fait vraiment plaisir que tu viennes passer du bon temps avec nous. Tu es tellement gentil. Je suis très touché par ces paroles. J'en tire une grande fierté. Pierre, il m'aime bien, il me l'a dit. Je vais partir en colo, tout seul, sans mes parents, sans mon grand frère. Je vais me faire des copains et sortir peut-être avec des filles, comme mon papa. Mon père, lui, il a des maîtresses. Tout le monde le sait, même maman. Mais ça ne pose aucun problème. C'est la classe d'avoir des maîtresses. Il passe souvent la soirée et la nuit à Paris, avec ses copains d'Harakiri. J'accepte totalement la façon de vivre de mon papa. Oh, mieux que ça, je l'admire. Oh, c'est quelqu'un, mon père. Je me sens proche de lui. À son âge, je serai comme lui, le même genre de type. Maman ne montre jamais de signes de détresse ou de désaccord avec cette manière de vivre. Mon papa, il baise à droite et à gauche. Et à aucun moment, j'ai le sentiment qu'il y a tromperie ou infidélité. Juste une manière d'être cool. Je pense que c'est pareil dans toutes les familles. Ou presque. Début juillet, le grand départ. Rendez-vous sur la place de la mairie pour monter dans le car, un vieil engin qui a déjà pas mal vécu. Pierre est là, c'est un des deux chauffeurs. Il est ravi et il parle fort. En route! Le car est tout orange et il y a écrit dessus joie et bonheur. Et il y a même dessiné 2 fleurs jolies dessus. Il nous faudra une journée et une nuit pour arriver au camp. Quand il ne conduit pas, Pierre, il chante des chansons qu'on reprend en chœur. Ou alors, il raconte des blagues. Mais ce qu'il fait le mieux et qui déclenche des gros fous rires, c'est d'imiter Pollux, le chien du manège enchanté. Il est trop drôle. Il fait « Oh my God, je voudrais mon sucre !» Et nous, on rigole à s'en faire péter le slip. Au petit matin, tous dans le pâté, on découvre le lieu. C'est un grand corps de ferme, situé sur un immense terrain qui descend jusqu'à une rivière. L'endroit s'appelle Joyeuse Rivière. C'est là qu'on va passer un mois, dans des tentes qu'on va monter nous-mêmes. On va aussi faire nos propres repas, nous-mêmes, nos lessives, nous-mêmes et réaliser quelques travaux pour améliorer l'endroit, comme ils l'ont fait les colons de l'année précédente, et ceux d'avant encore. J'adore être ici. Je me sens bien.
Je me fais plein de potes. On organise des tas d'activités. La nature est splendide. Il fait beau tout le temps. Si je vois à peu près ce que pourrait donner l'enfer, je me fais maintenant une idée du paradis. Joyeuse rivière. Et surtout, il y a Pierre. Pierre, parmi tous ses dons, a celui de nous rendre heureux. Par une simple tape sur l'épaule, par un petit sourire, un clin d'œil. Tout le monde l'adore, Pierre. Moi, peut-être plus que les autres, d'ailleurs. Quand lui, il vient me demander si tout va bien, j'ai le sentiment d'être quelqu'un d'important. Aussi important qu'un moniteur, que l'infirmière ou que Pierre lui-même. Et ça me gonfle le cœur. J'adore cet endroit. Je pourrais rester ici jusqu'à la fin de mes jours, couché dans l'herbe, à regarder flotter les nuages. J'ai tué Pierre parce que j'ai 12 ans. Il y a plein de copains à mes parents à la maison. C'est le début du printemps, ils viennent de plus en plus souvent passer le week-end. On n'est pas loin de Paris, on a un grand jardin et les portes toujours ouvertes aux amis. Il y a un couple notamment que mes parents fréquentent de plus en plus. D'après ce que je comprends, ils ont déjà plus ou moins couché ensemble, mes parents et eux. Je n'arrive pas trop bien à savoir. Elle est très jolie. Un matin, elle fait sa toilette dans la salle de bain. Elle a laissé la porte entr'ouverte. Je demande, ça te dérange pas si j'entre ? Non, non, pas de problème. Je commence à me brosser les dents. Elle est debout, à côté de moi. Je ne la reluque pas, mais ça me fait un petit quelque chose de la savoir là, à poil. Léger frisson très agréable. J'adore cette façon d'être, sans tabou, sans pudeur. C'est tellement agréable. Ma mère, elle entre à son tour. Dis donc, Olivier, elle a peut-être envie d'être tranquille là. Mais tu reviendras dans la salle de bain quand ce sera libre. Bah, je suis un peu déçu. Et un peu gêné aussi. Je pensais vraiment qu'il n'y avait aucun souci, mais finalement, on dirait bien que je me suis trompé. Je me rends compte de ma maladresse. J'espère que la copine ne me prend pas pour un jeune obsédé. C'était juste comme ça, sans perversité, pour partager un petit moment d'intimité. Un petit moment cool, rien de plus. Grâce à mes grands-parents, j'ai pu faire ma première communion. Je suis ravi, heureux comme tout, surtout parce que, enfin, je vais avoir droit à l'hostie. Je vais pouvoir moi aussi faire la queue avec les autres et recevoir la pastille blanche, au lieu de rester là à ma place, comme si j'étais puni. Même si je ne suis plus sûr de croire encore en Dieu. Mais ça me fait plaisir. Un jour, j'entends ma mère discuter avec son frère, au téléphone. Tu te rends compte ? Ils ont profité d'avoir Olivier avec eux pour lui faire passer sa première communion sans rien nous dire. Ils sont vraiment chiés quand même. Le paradoxe m'apparaît à ce moment-là. Mes parents, ils sont anti-curés et baba. En désaccord avec mes grands-parents, mais ils les ont laissés jusque-là m'inculquer une éducation religieuse, sans s'y opposer. Qui a raison, en fin de compte ? Mes grands-parents, qui prônent l'amour du prochain, du Seigneur et de la vertu, mais qui médisent sur tout le monde et qui sont persuadés que tous, ils se touchent le zizi ? Ou bien mes parents, qui crachent sur la religion, tout en laissant leur enfant se faire embrigader et bourrer le crâne sans réagir. J'aime l'univers calme et rassurant de mes grands-parents, leur attention et leur gentillesse à mon égard, tout en ne supportant pas leurs discours cathos. J'aime le goût pour la liberté qu'ont mes parents, leur manière d'être réfractaires au pouvoir, mais je ne comprends pas le flou qu'ils entretiennent vis-à-vis de la religion. Un jour, seul avec maman, je lance le sujet. À ton avis, il vaut mieux croire en Dieu ou pas ? Elle est marrante ta question. Chacun fait comme il le sent. Mais tu préférais pas que les grands-parents, ils y croient pas ? Oh, je les aime comme ils sont. Maintenant, on ne peut pas être d'accord sur un sujet, ça ne change rien, ça n'est pas grave. Et Pierre, t'es contente que ça soit un curé ? Pierre, c'est quelqu'un de bien. Je me fiche qu'il soit curé ou pas. Si c'était un con, je ne l'aimerais pas. Alors c'est pas grave si je crois plus en Dieu ? Les grands-parents, est-ce qu'ils m'aimeront toujours autant ? Pour eux, la religion, c'est très important. Le mieux, c'est de ne pas en parler. Comme ça, on ne risque pas de leur faire de la peine. Et Pierre ? Quoi, Pierre ? Vu que c'est un curé, il doit préférer qu'on croie en Dieu, non ? Écoute, je crois que Pierre nous apprécie comme on est. Tu sais, depuis qu'on le connaît,
On n'a jamais abordé la question. Il sait très bien qu'on ne va pas à l'église et ça ne sert à rien d'en dire plus. Ça lui a quand même fait plaisir que je fasse ma première communion ? Oh, sûrement. Il se dit peut-être que si toi tu crois en Dieu, tu vas nous influencer. Je réfléchis un instant. Je n'ai plus d'autres questions. Ma mère, elle a répondu à toutes celles que je lui ai posées, pourtant, je n'en sais pas plus qu'au début de la discussion. Ça, c'est un truc d'adulte. Je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à parler pendant des heures sans jamais rien éclairer. Pour la 3e année consécutive, je passe mon mois de juillet à la colo de Pierre. Cette année, on a un nouveau pensionnaire avec nous. Il est installé à l'entrée du camp. Il s'appelle Balou. C'est le chien de Pierre. Mais j'en ai très peur. Pour éviter de passer devant lui, je fais le grand tour par derrière, en longeant tous les bâtiments par l'extérieur. Ça me fait marcher, mais je préfère ça plutôt que d'avoir les jambes qui se dérobent de trouille s'il m'aboie dessus. Pierre, il s'est aperçu que je crains son molosse. Oh, il ne faut pas en avoir peur. Il est très gentil avec ceux qui sont proches de moi. Il ne fera jamais de mal à un ami. Pour preuve, il m'invite à promener le chien avec lui. Je refuse poliment, mais il insiste. Il voudrait vraiment que Balou soit mon copain. Alors je le suis. On quitte le camp par un petit sentier qui s'enfonce dans la campagne. Je marche à côté de Pierre en surveillant la bête du coin de l'œil. Pierre la tient en laisse. Au bout d'un moment, il me tend sa laisse. J'ai le ventre noué. Si Balou pète un plomb, je suis bon pour un vol plané. Mais il ne bronche pas. C'est un privilège. Tu es le seul de la colonie qui ait le droit de le promener. Ha, je suis très fier du coup. Pierre me confie les commandes de son bestiau. C'est une grande preuve de sa confiance. Je me sens un peu à part au sein de la colo. Comme si j'avais un statut différent. Je suis l'enfant adopté de la joyeuse rivière. Je ne suis peut-être pas efficace pour monter les tentes. Bon sang, c'est compliqué avec tous ces tubes qui se ressemblent. Je n'arrive peut-être pas à sortir avec des filles, mais moi, au moins, je suis le seul à pouvoir promener Balou. Cette année, la colo a investi dans des vélos. On va partir du camp pour aller jusqu'à l'océan. C'est à plus de 150 km. Oh, le délire. La virée doit prendre 3 jours. La vache. Ça, c'est de l'aventure. Tout le camp participe au voyage. 40 gamins et 4 moniteurs. Pierre, lui, il va nous rejoindre avec le car aux endroits où on va s'arrêter pour dormir. J'en chie. J'en ai jamais autant chié de ma vie. 2 heures après le départ, je suis déjà complètement largué. Pourtant, je pousse, je force, je m'échine. J'ai les cuisses qui brûlent, j'ai mal partout. Et je vois les autres loin devant moi. Régulièrement, tout le monde s'arrête, faire une pause et attend les retardataires. Quand je les rejoins enfin, ils repartent déjà. Je n'ai jamais le temps de m'arrêter. Je me sens con, minable. Je déteste le vélo. Je n'en ferai plus jamais. Se retrouver seul sur une route déserte, sous le cagnard, à chialer en se demandant ce qu'on fout là, c'est pas humain. Et puis, après 3 jours de calvaire, de cauchemars, de torture, on atteint enfin la côte. Après-midi plage, tout le monde plonge dans l'eau. Je reste en retrait, je n'ai pas envie de me baigner. Je traîne un peu sur la plage, je suis tout seul mais ça me va très bien. Oh, tu ne te baignes pas ? Oh non, j'aime pas trop ça. C'est la première fois que je le vois en maillot. Il a des poils partout, sur le ventre et dans le dos. Et il a aussi des poils blancs. Ah ! Il s'assoit à côté de moi. Alors, c'était pas trop dur cette randonnée à vélo ? Ah si, j'ai mal partout. Allez, ça te fera des bons souvenirs plus tard. Et puis, tu dormiras bien ce soir. Profites-en. Tu verras qu'à mon âge, le sommeil peut être un vrai souci. Pierre se confie à moi. Encore un privilège. J'en éprouve une douce satisfaction. Moi, je dors très mal en ce moment. J'ai des problèmes de nervosité.
J'ai envie de lui dire qu'il n'a qu'à faire 10 heures de vélo, mais je n'ose pas, parce que il a pris un air un peu grave. C'est pénible, vraiment. Je suis tout le temps fatigué. C'est pas marrant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a l'air fatigué. Les autres années, il déconnait plus. Il avait plus la pêche. J'ai envie de lui dire un truc gentil, mais rien ne vient. C'est quand même une chance de pouvoir être ici. Tu ne trouves pas? Il me fait un léger clin d'œil. Oui, oui, c'est cool. Ah, si seulement je pouvais bien dormir, ça serait parfait. Tu sais ce qu'on fait aux bébés pour les aider à s'endormir? Euh, on leur chante une berceuse? Oui, c'est ça. Mais le plus efficace, c'est de leur caresser le ventre. Et pour les adultes, c'est la même chose. En fait, il faudrait que quelqu'un me masse le ventre le soir, juste avant de dormir. Ah, ça me ferait beaucoup de bien. Je reste là, avec lui, à fixer l'horizon, à regarder la mer. Puis, il se tourne vers moi et me dit: Dis-moi, tu voudrais bien faire ça pour moi? Je suis un tout petit peu mal à l'aise. Je ne peux pas refuser, bien sûr, mais j'ai le sentiment qu'il ne devrait pas me demander ça à moi. Oui, si tu veux. Oh, c'est gentil. Je ne peux pas demander ça à n'importe qui, tu comprends. Il faut que ça soit quelqu'un de très proche, un ami. Sinon, c'est un petit peu embarrassant. Oui, il a raison. Je peux quand même bien lui rendre ce service. Il faudrait qu'on dorme à côté ce soir. Comme ça sera plus simple. Et je te masserai aussi. Tu verras, c'est vraiment agréable. Il me montre comment faire. Ça paraît simple. Comme ça. Il n'y a aucun problème. Je vais masser Pierre. Et Pierre va me masser. Je ne vois pas pourquoi j'aurais dit non. Regarde. Tu vois le garçon là-bas? Il porte un short de bain. Ça lui couvre le bas du ventre et le haut des cuisses. Oui, il a plutôt raison. Et tu vois l'autre garçon juste à côté? Lui, il a un maillot court. C'est inégal. Je ne vois pas où il veut en venir. Mais il n'a pas tort. J'aurais jamais pensé à la différence des maillots. J'attends la suite. Je sais que Pierre va m'apprendre quelque chose. Même s'il déconne beaucoup, il ne parle jamais pour rien. Ce qu'il faudrait, ce soir, c'est qu'on n'ait pas de maillot du tout. Comme ça serait égal. Ça ne te dérange pas d'être tout nu? Je ne m'attendais pas à ça. Ça commence à me déplaire un peu. Je regrette d'avoir accepté, mais c'est trop tard. Et je ne peux plus lui dire que finalement j'ai plus envie. Ça lui ferait trop de peine. J'aurais préféré qu'il ne me pose pas cette question, mais il ne pouvait pas demander ça à quelqu'un d'autre. Parce que on est vraiment amis. Parce que je suis différent. Je ne peux pas m'offusquer. Ce serait trop malvenu. Je repense à Bertrand et Christine, à mes parents, à la copine qui se douchait chez nous. Allez, allez, c'est cool d'être à poil. Non, j'ai j'ai déjà été nu avec des adultes. Ça ne m'embête pas. Oh, très bien. Bon, alors, à ce soir. Toute l'après-midi, je suis soucieux. Je me dis que j'aurais dû aller me baigner avec les autres. Comme ça, Pierre ne serait pas venu me solliciter pour le masser. Je me demande comment échapper à ça. Mais je ne trouve aucun moyen. Pendant le repas, je m'isole. Je n'ai pas faim. Un copain vient m'aborder. Eh, ça va? Eh, t'as pas l'air en forme. Si, si, tout va bien. Je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas lui dire que je vais devoir faire quelque chose qui m'inquiète. Et je ne peux pas me défiler. Pierre vient me rejoindre. Il faut absolument que j'invente un prétexte pour ne pas le masser. C'est le moment ou jamais. Alors, mon grand, ça ne va pas? Si, si, enfin, j'ai pas très faim. Il y a quelque chose qui t'embête? Oh, tu peux m'en parler, tu sais. Je suis fatigué. C'est à cause du vélo.
Voilà, je vais lui expliquer que je veux me coucher tôt, avant les autres. Et quand il s'allongera, je ferai semblant de dormir profondément. Ça va marcher. Si c'est trop dur pour toi, tu pourrais rentrer avec le bus. Je ne veux pas que tu t'esquintes. Ah ouais, j'aimerais bien parce que... Merde, je me tais. Je me sens coincé. Comment refuser de l'aider ce soir alors qu'il vient de m'éviter les affres du retour en bicyclette? Il me fait un immense cadeau. Ce qu'il te faut, c'est une bonne nuit de sommeil. Demain, tu pèteras la forme. Oui, c'est sûr. Moi aussi, tu sais. Je suis bien impatient de passer une bonne nuit. Ça fait tellement longtemps. J'essaye de sourire, mais j'ai l'impression de grimacer. Je me force ensuite à manger un peu. Je pense à maman. Je voudrais être près d'elle, blotti dans ses bras, loin de cette colo, de ce bâtiment carré dans lequel on s'apprête à passer la nuit, loin de Pierre, chez moi, à l'abri, dans ma chambre, dans mon lit. L'heure de se coucher arrive vite. Je me suis mise au fond de la pièce, dans un angle. Pierre a installé son matelas près du mien. Tout le monde est déjà allongé. J'attends. Finalement, Pierre arrive et entre dans son sac de couchage. Je n'ose pas le regarder, comme s'il risquait de lire dans mes yeux le fait que je n'ai pas envie d'être là. La journée a été harassante. On entend rapidement les premiers ronflements. Extinction des feux. Le noir est quasi total. Je ne sais pas quoi faire. J'attends, allongé sur le dos, dans mon sac de couchage, tout nu. Au bout d'un moment, je sens la main de Pierre qui me tapote l'épaule. C'est le signal. À tâtons, je glisse la main dans son sac. Je lui tapote le ventre selon les indications de tout à l'heure. Quelques minutes. C'est un peu lassant, mais ça n'a rien de terrible. Je suis quand même impatient que ça se termine. Je retire la main. Il glisse la sienne dans mon sac. C'est vrai que c'est agréable. Je ne comprends pas comment ça peut relaxer, mais j'aime bien. Je m'en veux d'avoir eu peur. Ce n'est pas si méchant que ça. C'est encore à moi. Combien de temps ça va durer? Je tapote. Il tapote. Je tapote. Il tapote. Je tapote. Soudain, il me tire vers lui en plaquant ma main sur quelque chose de volumineux, dur comme du bois. Je ne comprends pas immédiatement ce que je touche. C'est chaud. Quand je saisis ce qui est en train de se passer, j'ai le ventre qui se contracte. Merde! C'était son sexe! Je retire vivement ma main, mais il la retient. Il me tient serré contre lui. Je sens son corps, son odeur, son souffle. Je dégage finalement ma main. Son son sexe. Pierre m'a fait toucher son sexe. Pourquoi a-t-il fait ça? Je me retourne, je me recroqueville dans mon sac de couchage. Pierre me tapote l'épaule. C'est le signal pour que je continue le massage. Il tapote encore. Je ne bouge pas. Je suis tétanisé. La peur que je ressentis plus tôt m'a envahi tout entier, puissance 1000. Elle me tétanise. Je m'efforce de disparaître, les yeux fermés, le plus fort possible. Il insiste. Je sens son corps chaud, imposant, son gros ventre contre mon dos. Il tapote, il tapote. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Qu'est-ce qu'il va me faire? Pourquoi est-ce qu'il ne me laisse pas tranquille? Je ne veux pas continuer, je suis terrifié, il est trop près. Je ne bouge pas, je ne respire pas. Il tapote encore.
Sa main cherche l'ouverture dans mon sac. Je me suis enfermé dedans, j'ai trop chaud, j'étouffe, et je tremble tout entier. Mais je ne veux pas trembler. Il va le sentir forcément. Il est contre moi, tout contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon sang, c'est Pierre, c'est mon ami. Au petit matin, je m'aperçois que Pierre a disparu. Lui et son sac de couchage. Il n'est plus là. Je suis le premier réveillé de la chambre et je décide de descendre les escaliers puis d'ouvrir la porte. Je suis dehors et je remarque Pierre qui admire le paysage avec son chien. Oh, tu viens promener Balou avec moi? À propos d'hier soir, qu'est-ce que tu en penses? Tu es un adulte et je suis un enfant, ça ne peut pas marcher. Oh, je suis content que tu le prennes comme ça. Il ne faudra pas en parler. Ce sera notre secret, tu veux bien? D'accord. Promis? Promis. Ah, super. J'ai tué Pierre parce que j'ai 15 ans. C'est ma dernière année en colo à la Joyeuse Rivière. Ça fait 6 ans que je viens. J'ai juste 1 an de moins que certains monos. Comme promis, je n'ai jamais raconté ce qui s'est passé l'année de mes 12 ans. Je n'y pense jamais. C'est quelque chose sans importance. J'aime toujours autant Pierre, et je suis toujours autant privilégié. Le seul qui ait le droit de promener Balou. Sauf que, depuis notre discussion dans les vignes, j'ai toujours refusé de le faire. Cette année, je sors avec une fille, Valérie. C'est la première fois, mais c'est du sérieux. On forme un couple, un vrai. Un qui se tient la main, se fait des bisous et reste des heures allongé dans l'herbe, la tête sur le ventre de l'autre. Un après-midi, Pierre nous surprend à moitié à poil. Valérie, retourne à ta tante. Il me dévisage, l'air un petit peu froissé. Quelques jours plus tard, je retrouve Valérie dans sa tente l'après-midi. Le rendez-vous est un peu tendu. On a aussi peur l'un que l'autre de se faire surprendre encore par Pierre. On se déshabille rapidement, sans un mot. On fait l'amour. Ça ne dure pas très longtemps. Juste après, je m'en vais pour m'isoler. Je suis déçu. Je devrais être heureux, mais ça n'est pas le cas. J'ai fait l'amour pour la première fois. Pourquoi ai-je l'impression de ne pas y avoir participé? Que c'est arrivé à quelqu'un d'autre? Je culpabilise tout le reste de la journée. Ça ne s'est pas bien passé. Et puis, j'ai peur que Pierre l'apprenne. Je suis sûr qu'il l'apprendra. Il sait tout. Il voit tout, Pierre. J'ai tué Pierre parce que j'ai 16 ans. Ça ne va plus du tout entre mes parents. Je retrouve de plus en plus souvent ma mère en larmes, assise sur le lit. Mon père a eu trop de maîtresses. Ma mère a compensé en le trompant à son tour, et leur couple est mort. Ils se séparent. C'est le chaos total à la maison. On ne sait jamais qui va rester avec nous. Mon père, ma mère, l'un ou l'autre disparaît parfois pendant plusieurs jours. Moi, je suis au collège, en 3e, et je ne fous rien. Rien de rien. Je mets les profs dans le même sac que les flics, les militaires et les curés. Ils représentent l'autorité, et j'y suis devenu totalement réfractaire. Je passe les 3/4 des cours dans le couloir, viré pour insolence ou indiscipline. Je n'attends qu'une chose, arrêter. À la fin de l'année, ma mère quitte définitivement la maison. Quelques semaines plus tard, j'ai 16 ans. Je mets un terme aux études, à mes études. Point final. Je vis à Paris, pas un endroit précis. Je me débrouille, je squatte à droite, à gauche, fais des copains. Parfois, je dors dans l'appartement de ma mère. On n'a plus de famille, on vit dans un bordel pas joyeux. J'ai parfois l'impression de couler dans une eau sombre, sans savoir vers quoi je me dirige. Heureusement, je découvre le milieu libertaire. Les portes de Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste s'ouvre à moi. J'y fais technicien, puis animateur. J'y gagne pas un rond, mais je m'éclate. À cette époque, dès qu'ils se produisent, je vais voir Fon et Val. J'adore, je suis fan, surtout de Patrick Fon.
Moins de Philippe Val, mais il est plombant avec ses chansons d'amour bidons. Les sketchs sont hard, rentre dedans, j'aime ça. Dans l'un d'eux, il parle de pédophilie. C'est la première fois que j'entends ce terme. Je brise le secret. Un soir, je raconte tout à ma mère, en détail. Elle n'en revient pas. Je lui décris aussi la promenade du lendemain et ma réponse à la question de Pierre. Tu as vraiment répondu ça? C'est fou, comme tu étais déjà mûr. Mûr? Assez mûr pour me faire embobiner par un curé? Assez mûr pour avoir gardé le secret durant des années? Le fait d'en avoir parlé change la couleur de l'épisode. Je me trouve affreusement naïf, manipulable, influençable, aveugle. En fait, j'étais un petit con, avec des paillettes dans les yeux qui se faisait croire qu'il était déjà un adulte. Nous n'en parlons plus jamais, et je ne le dis à personne d'autre, même pas à mon père. C'est sans importance. Juste une petite anecdote, envers laquelle j'ai réagi avec maturité. C'est ma mère qui l'a dit. J'ai tué Pierre parce que j'ai 19 ans. Un petit boulot dans une boutique de jeux vidéo. Une semaine après mon arrivée, une nouvelle secrétaire est engagée. Brigitte. Elle a 27 ans. Elle rigole tout le temps. On s'entend bien. On se marre. Elle est différente des autres. Elle a la pêche. Des fois, elle me saute dessus dans les escaliers. Elle déconne en permanence. Une vraie tornade. J'ai trouvé un tout petit appartement à Mélimontant, sans toilette ni salle de bain, dans un immeuble délabré. Un soir, Brigitte vient manger à la maison. J'ai rien à bouffer. On boit un coup et elle reste dormir. On fait l'amour et on refait l'amour. C'est fantastique. Elle est si lumineuse. Dans son ventre, il y a un soleil. Quelques semaines plus tard, la boutique ferme, on est licencié, mais on s'en fout. On décide d'avoir un enfant. Elle a déjà une petite fille, mais ça me fait pas peur. 2 mois plus tard, elle est enceinte. Et moi, je plane. C'est la vie comme je veux la vivre, avec des surprises qui te pètent à la figure. J'ai tué Pierre parce que j'ai 29 ans. Ça fait 2 ans qu'on a lâché Paris pour retaper une vieille ferme en Anjou. J'en ai eu largement le temps de me rendre compte que je déteste bricoler. On a une vie sommaire. On a froid quand il fait froid. Je déprime quand c'est l'hiver et l'été, plein de copains viennent faire la fête. Mon premier roman est né. Une histoire trash, gore, dans laquelle on croise une pute du diable, un curé complètement allumé, le corps du héros se putréfie avec plein de meurtres, 2 anges habillés en blues brothers et une belle histoire d'amour. Ah, je me suis défoulé. Dans ce récit, je ne parle pas de Dieu, mais le diable existe bel et bien. Il s'intitule « Je suis venu te dire que je suis mort ». Des amis, un couple, viennent de faire baptiser leur petit garçon. Je ne saisis pas leurs gestes. Ils ne sont pas pratiquants, encore moins croyants. Je tente de comprendre leur démarche. Une discussion houleuse s'ensuit. Je trouve ça important pour nos parents. Et puis, c'est l'occasion de faire une fête de famille. Et c'est pour la tradition. Ça ne veut pas dire qu'on va l'obliger à aller à l'église. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites? En le baptisant, vous adhérez aveuglément à la religion. Vous cautionnez toutes ces saloperies dont elle est responsable alors que vous ne croyez pas en Dieu et ça ne vous pose aucun problème. Mais ça n'a rien à voir avec la foi. Tu mélanges tout. On a été baptisés tous les deux. Je ne veux pas que mon fils se sente différent. Ils se sont mariés à l'église pour les mêmes raisons. On s'engueule. Je les compare à des moutons soumis, incohérents, lâches. De leur côté, ils déplorent mon manque de valeur, ma petitesse d'esprit. Et on se fâche. Définitivement. Tant mieux. Ça m'évitera d'être invité à la première communion du gosse et de lui dire que ses parents sont des cons. J'ai tué Pierre parce que j'ai 34 ans. Nous sommes invités à un mariage, un vrai, en Vendée. Les familles sont nombreuses, ça fait du monde. Évidemment, ça klaxonne à tout va quand on traverse le village pour aller à la mairie. La seule caisse pas décorée, c'est la nôtre. Coup de bol, le klaxon ne fonctionne plus. On s'est fait quand même beau avec Brigitte.
Robe discrète, ensemble en lin, chapeau mou, on a la classe. Après la mairie, on se retrouve à la salle des fêtes. Plein de petits fours et de rosés. J'ai le ventre noué, je ne mange pas. Par contre, j'ai soif, je bois un verre. 2 verres, 3 verres, je bois vite, je m'échappe dans l'ivresse. Vient le moment de se rendre à l'église. Et je suis le dernier à partir. Devant l'édifice, j'hésite. J'entre pas. Je suis à moitié cuit de toute façon, je m'en fous. Il y a un monde dingue. Le curé se pointe et le show commence. Il parle de cette voix monocorde qui rebondit contre les colonnes, qui monte dans les hauteurs et qui ne ressemble plus à rien quand elle nous revient. Tous les curés parlent de la même manière. Il n'y a rien de plus facile que d'imiter un curé. 3 jeunes hommes rejoignent le prêtre. Rassemblés autour d'un micro sur pied, ils commencent à chanter. Amour, joie, bonheur et soleil. L'alcool me monte à la tête. Je revois Pierre, chantant de la même manière devant un parterre de gamins admiratifs. Je le revois en train de me dire « Ça te dérange pas d'être tout nu ?» La haine revient, féroce, brûlante, j'ai le cœur qui s'emballe. Je me sens à nouveau sale dans cette église, aussi sale que dans le bâtiment carré près de l'océan, l'année de mes 12 ans. Et ces 3 abrutis qui chantent à tue-tête, qui remuent des épaules, je vais me lever, bon sang, je vais hurler. Dans ma tête, Pierre est archi présent, il est là, avec sa voix douce et son œil pétillant, en maillot, me manipulant en douceur. Les voilà, les cathos, le cul dans le mensonge, et la gorge chaude, des yeux humides et un sourire fabriqué pour mieux dresser leurs doigts accusateurs. La haine me contracte la gorge. J'ai envie d'aller leur coller des baffes, des tas de baffes, jusqu'à en avoir les pommes cloquées. Ils chantent Jésus, ils chantent Notre Seigneur, une main sur le cœur et l'autre dans le slip. Qu'ils se taisent, bordel, qu'ils la ferment, avec leurs fausses vertus, leurs discours hypocrites. Je ferme les yeux. Je vais craquer. Je sens que je vais craquer. Je quitte l'église. Je marche d'un pas brutal. Je marche tout droit. Je retiens mes larmes. Ça me fait mal dans la poitrine. L'alcool me compresse la tête. Je m'éloigne, je fuis. Je ne sais pas où je vais. Loin. Je marche vite. J'ai les cuisses douloureuses. Il faut que je fuis. Je traverse un village. J'atteins la plage. Salopard de merde! Ordure! 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 Je m'écroule sur le sable. La tête noyée dans l'alcool, perdue dans mes pensées. J'ouvre un œil et j'aperçois Pierre. Eh bien, mon gars, faut pas te mettre dans des états pareils, tu mélanges tout. Les 3 couillons qui chantent au mariage n'ont rien à voir là-dedans. Tu peux pas les insulter. Mais c'est les mêmes. Ils sont comme toi, ils mentent, ils trichent. Soudain, une autre forme apparaît, celle de ma grand-mère. Oh, pas du tout. Ce sont des gens charmants, si pieux. Avoir de mauvaises pensées envers son prochain est un péché, mon grand. Toi, grand-mère, dès que ça vient de l'église, c'est propre, c'est irréprochable. Tu as vu ce qu'il m'a fait, Pierre? Avec le même sourire que les autres là-bas. Oh, ça fait un bail, hein. Y a prescription. Mon cul! Tu m'as foutu de la merde dans la tête. Se dessine à côté d'eux un enfant, un gamin, Moi, c'est moi, petit. T'en rajoutes pas un peu, là? Sois cool. On peut bien demander quelques caresses sans que ça soit un drame. J'étais nerveux. Faut me comprendre. Pierre t'aimait beaucoup, mon grand. Il a eu un geste maladroit. Oh, j'en conviens, mais ça ne mérite pas qu'on retourne ciel et terre pour autant. Mais c'est pas ça le problème. Alors c'est quoi le problème? Il est gentil, Pierre. Ferme-la, toi. Tu sais pas ce que tu racontes. T'as encore jamais rien vécu. T'as à peine 10 ans. Olivier, ne parle pas de cette manière, veux-tu. Ne te parle pas comme ça. Tu m'as menti. Tu m'as trahi. Tu m'as manipulé pour...
Et allez, les grandes phrases. J'ai jamais eu l'impression d'être traumatisé par cette histoire. Ah, tu vois? Mais merde! Réfléchissez un peu. C'est monstrueux ce qu'il a fait, ce gros dégueulasse. Olivier! Oh là là, prendre un enfant par la main. Mais tu le détestes maintenant? Moi, je ne le détesterai jamais. Mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'il a fait. C'est... Faut vivre avec, mon vieux. Je veux pas. Dis, tu vas arrêter de faire tout ce cinéma, oui? Cinéma, cinéma. Mais ferme-la, toi. Avec ta guitare à la con. Enculé. Connard. Connard. J'ai tué Pierre parce que j'ai 35 ans. Je ne vais pas bien ces temps-ci depuis un moment. Pas bien du tout. Je me trimballe un spleen permanent et puis j'ai honte. Honte de m'être fait croire pendant des années que ce qui m'est arrivé n'est pas grave. J'ai même longtemps tenu un discours relativement cool vis-à-vis de ça. Je modère beaucoup ces sujets, jusqu'à ce que ma fille atteigne ses 12 ans. Depuis, chaque fois que j'en parle, j'ai le sentiment de me mentir. Je ne sais plus quoi penser. Et surtout, je dors mal. Je fais un rêve étrange qui revient très souvent. Je m'arrête devant une maison de ville. Et c'est là qu'habite Pierre. Je le sais. J'entre dans la maison. Il y a un long couloir, immense, interminable. J'avance, j'avance, j'ai le cœur qui tambourine. Je vais revoir Pierre. Après toutes ces années, et ça me fait hyper plaisir. J'arrive devant une porte. J'entre. C'est une bibliothèque. Pierre est là. Il n'a pas vieilli. Je suis si heureux de le voir. Pierre! C'est moi, Olivier! Il me regarde sans sourire. Il ne me reconnaît pas. Je ne vous ai jamais vu. Je me réveille en larmes, avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Un être cher. Un bout de moi-même. Il est grand temps d'écrire cette histoire, entièrement, depuis le début. Il n'y a rien d'autre à faire pour m'en débarrasser. J'ai la chance de pouvoir tout jeter par écrit. C'est aussi efficace qu'une psychanalyse et ça me fait faire de grandes économies. Alors, je m'immerge entièrement dans mes souvenirs. Durant des semaines, je recherche au sein de ma mémoire tous les petits événements, les minuscules anecdotes. Et je ne triche pas. Je tente de comprendre, de mettre à plat mes sentiments, mes ressentis. Je creuse, je fouille, je vomis tout. Et je vais jusqu'au bout. Jusqu'à maintenant. Et mon histoire est terminée. Écrire cette histoire. A-t-il vraiment tué Pierre? Je ne sais pas. Une chose est sûre, je suis en paix avec moi-même. Je ne sais pas si mon texte servira à autre chose et je m'en fous. J'en parle à Alfred, on est très proches, on habite le même immeuble et on bosse ensemble sur pas mal de choses. Et surtout, on est intimes. Je lui raconte l'histoire, un jour à la terrasse d'un bistrot. Bouleversé, il me propose de la mettre en image. L'idée fait son chemin. Les mois passent et on tombe d'accord. Ce texte deviendra une bande dessinée. Alfred entame le boulot, fait des recherches. On en parle beaucoup. Je lui livre des détails que je n'ai pas écrits. Il doit terminer un album avec Chauvel et un avec Perrault. 2 ans passent, durant lesquels on se prépare à Pierre. Lors d'une séance de travail, Alfred me suggère de retourner là-bas. Il souhaite capter des ambiances, des atmosphères, des couleurs. L'idée me séduit. En retournant à Joyeuse Rivière, de nouveaux souvenirs vont sûrement faire leur apparition en moi. On fixe une date, vers mi-juin. Alfred devrait attaquer la dernière partie de l'album à ce moment-là. Inclure notre voyage au récit nous apparaît très vite comme indispensable. Et puis, qui peut dire ce qu'on va y trouver? On ne sait pas encore comment finir notre livre. On se promet, comme un challenge, de trouver cette conclusion sur place. Il y a quelques mois, par hasard, je retombe sur une copine de l'époque. Lui confiant mon histoire, elle m'apprend que Pierre est mort. Il lui semble avoir entendu ça il y a déjà pas mal de temps. On échafaude des tas de possibilités. L'endroit est peut-être à vendre,
en ruine, ou alors racheté depuis longtemps par des Anglais? On part. Matin ensoleillé, le cœur léger et l'esprit un peu fébrile. On a rendez-vous avec ma mémoire, mon enfance, mon passé. On a quelques heures de route devant nous. On déconne, on réfléchit, on écoute le dernier album de Philippe Catherine. Je suis heureux de partager tout ça avec Alfred. C'est mon pote. Après plusieurs heures de route, on retrouve le chemin. Un panonceau nous indique qu'on est au bon endroit. La joyeuse rivière. C'est inscrit en lettres creusées dans le bois. Quand j'étais môme, ce panneau n'existait pas. On s'engage sur le chemin. Je filme le trajet. Tout en conduisant, Alfred prend des photos. C'était un chemin avant. Il n'y avait pas de goudron et c'était plus étroit. Je reconnais le paysage. Et je me souviens de ça. La route est longue. On l'a parcourue des dizaines de fois avec nos gourdes à la main, en file indienne. Ah oui, ici, plus loin, une bonne portion du chemin est sans ombre. Ici, on en fiait en plein cagnard. On va bientôt atteindre un sous-bois. Ah, voilà. On remonte une légère côte et on y est. Ah, c'est là. Alfred freine un peu brusquement. Là-bas, c'est la cage de Balou. L'endroit m'est absolument familier. Des images vieilles de 20 ans viennent se superposer à ce que je vois. Elles collent parfaitement. Et au loin, nous voyons quelqu'un. Quelqu'un qui s'approche. On dirait Pierre. Je coupe la caméra, je descends de la voiture, l'homme approche. Il est de petite taille, il me fixe en plissant des yeux. Puis, il les ouvre en grand. Il me sourit. Je connais ce sourire. Il n'a plus de barbe, les cheveux très courts. Bon sang, ce qu'il est petit. Mais je te reconnais, Pierre. On se serre la main. C'est bien son regard, l'implantation de ses sourcils, la forme de sa bouche. C'est un homme âgé, un petit vieux. Je le dépasse de plus d'une tête. Je tremble, je suis en sueur et je lui dis j'ai plein de souvenirs qui m'envahissent, ça me rend un peu fébrile. Je suis retourné. Je ne m'attendais pas à le voir, tellement pas. Je ne m'étais pas préparé à ça. Il n'est pas mort. Il n'est pas dans un hospice recroquevillé dans un fauteuil. Il n'est pas ailleurs, il est là, devant nous, vivant, souriant. On a retrouvé Pierre à la joyeuse rivière. C'est totalement irréel. Je lui présente Alfred. Il nous invite à le suivre sous la véranda. Venez, venez. Il nous propose à boire et nous raconte brièvement ses actions des dernières années. Je n'entends rien. Je dodeline mécaniquement de la tête, le sourire affiché. Alfred a perdu ses couleurs. Il est tendu, droit sur sa chaise. Pierre va chercher une bouteille de jus d'orange. Elle est neuve, il ne parvient pas à dévisser le bouchon. Il force, mais le plastique résiste. Une image étourdissante. Cette main, fragile, sans force. C'est elle qui m'a si fermement tenu le poignet quand j'étais gosse. Il me tend la bouteille. J'ai les mains qui tremblent, mais je l'ouvre tout de même, sans difficulté. Je lui parle de moi, de ce que je suis devenu. Quelques minutes plus tard, il reçoit de la visite. Il avait rendez-vous et nous demande de patienter. J'en profite pour faire visiter le lieu à Alfred. Ce qui est en train de se passer est hallucinant. Je redécouvre les endroits de mon enfance, les chemins, la rivière. Je suis à la fois bouleversé par les flots de souvenirs et terrifié par la raison de notre présence. Je n'ai jamais vu Alfred aussi mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on fout là, au juste? Qu'est-ce qu'on fout là? Je suis dans un état étrange, plein de douleur, plein de tristesse, un état d'après-choc fiévreux. Pierre est là, à portée de main. Il est partout, dans le terrain, derrière chaque arbre, chaque relief, dans mon ventre, dans ma tête, partout. Il prend toute la place. Je me sens minuscule, fragile. J'ai à nouveau 12 ans. Un mélange de rancœur et de colère me donne la nausée. Alfred est perdu,
fermé, le souffle court. On parle peu, on patiente, les nerfs à fleur de peau et la tension monte. 1 heure passe. L'attente est insupportable. Je le redoute tellement. Alfred me demande ce que je compte faire. Et il me dit que quel que soit mon choix, il me suivra. Je ne peux pas partir sans lui parler. Les 2 heures suivantes sont un véritable cauchemar. Je vais affronter Pierre. Et ça me déclenche un putain de mal de bide. Qu'est-ce que je vais lui dire? Toute cette merde me vrille la tête. Pierre va revenir et j'en suis épouvanté. Épouvanté par ce que je vais devoir formuler. Je me répète des phrases jusqu'à en avoir des hauts le cœur. Tu avais du pouvoir sur moi, tu en as joué, abusé. Un môme, c'est de la pâte à modeler. Tu poses tes doigts, l'empreinte reste. Tu m'as manipulé, tu as brisé quelque chose en moi, définitivement. Et je ne sais pas si je vais parvenir à exprimer tout ça. Je ne sais pas si je vais oser. J'ai si peur. Plus de 3 heures s'écoulent, avec une lenteur insupportable. La tension nous fait bourdonner les oreilles, nous embrouille l'esprit. Je voudrais que ça finisse. Je voudrais respirer. Me revoilà! Son entrevue se termine, enfin. Pierre nous rejoint. Alfred prétexte d'aller aux toilettes. Je me retrouve seul avec Pierre. C'est le moment. On peut faire quelques pas. Je voudrais te parler de quelque chose. Bien sûr. On s'éloigne alors du bâtiment. On marche doucement, côte à côte. Il se tient les mains derrière le dos, la tête penchée en avant. Je laisse passer un souffle. Puis je commence à lui raconter. Tout, depuis le début. Il ne dit rien. Je prends conscience que je le surplombe. Il m'arrive sous l'épaule. Je fixe son profil. Je ne le quitte pas des yeux. Je continue alors de parler. Il me regarde. Ses yeux sont humides. Sa bouche est crispée. Son visage s'est ratatiné. Moi, je me sens calme. Étonnamment calme et serein. Je sais exactement pourquoi je suis là. Je sais précisément ce que je suis venu faire. J'ai le sentiment d'avoir quitté le rêve. Je suis là et bien là, avec ces choses assassines à dire. Je lui affirme que je ne suis pas venu le juger, ni l'accuser, ni chercher aucune réponse. Je ne pensais même pas le trouver là. Je venais avec Alfred terminer notre livre, capter l'atmosphère et imaginer la fin. Et puis, je croyais qu'il était mort. Le fait de dire ces mots me fout un vertige terrible. « Et ton ami, il est au courant ?» Oui, il est au courant que c'est moi. Cette histoire va devenir un livre, une BD, pour être précis. C'est lui qui la dessine, bien sûr, qu'il est au courant. Sa mâchoire se crispe. Il accuse le coup. Et tes parents, ils savent? Tu m'avais fait jurer de garder le secret. Et je l'ai fait, durant des années. Puis, je leur ai tout raconté. Il perd encore 10 centimètres. J'ai l'impression d'être 2 fois plus grand que lui. Je lui dis que cette histoire me hante depuis longtemps, au point d'en faire un bouquin et d'aller au bout de la réflexion. J'arrête de marcher. J'ai avec moi les 60 premières pages de la BD. Des photocopies. C'est Alfred qui m'a suggéré de les emporter. Je ne savais pas si j'allais avoir le courage de les lui mettre entre les mains. Mais maintenant, ne pas le faire me semble impensable. Je voudrais que tu lises quelque chose. J'ouvre le dossier, je lui tends et je le fixe. Il lit tout sans dire un mot. Ça dure longtemps. Ses mains tremblent en tournant les pages. Il va jusqu'à la fin. Quand il me rend le dossier, son visage est ravagé, effondré. Ses yeux sont rouges, sa bouche tombante. Il vient de prendre 25 ans d'un coup. Je me prépare à le regarder pleurer. En silence, on rejoint le bâtiment. Alfred nous attend, assis contre un mur. D'un filet de voix, Pierre nous propose de reboire un jus d'orange.
Je pense qu'on va partir. C'est mieux. On ne se reverra jamais, Pierre. Si tu désires en parler, tu peux revenir. Je ne crois pas, non. Je ne suis pas venu tourner la page, passer à autre chose, recommencer une nouvelle histoire, non. Je suis là pour conclure, pour l'achever. Alfred lui tend la main, sans desserrer la mâchoire. On se retourne, on s'en va. Dans notre dos, Pierre lance. Merci. On remonte dans la voiture. On prend la route. Je suis ravagé. J'ai envie de vomir. J'ai envie de pleurer. On ne sait plus où on en est avec Alfred. On n'en revient pas. Je laisse Pierre derrière moi, seul, au milieu de la joyeuse rivière, avec le fardeau. J'ai tué Pierre. Machinalement, je cherche la date sur l'écran de mon portable. Je veux la garder en mémoire, clairement. On est le 21 juin. C'est le premier jour de l'été.